l'histoire de l'éducation et l'histoire des femmes et du genre, et qui anime le réseau MAEJ, qui fait partie aussi de la revue Clio Femmes, Genre, Histoire, et qui a beaucoup publié sur les questions genre et éducation, et son ouvrage, dont on attend la traduction, sur une grande pédagogue dans l'Algérie coloniale, qui s'appelle Luce Akoudé. Merci beaucoup Florian pour cette introduction. Vous allez entendre beaucoup d'échos de ce que nous avons déjà entendu. Donc je voudrais répondre pour l'enseignement primaire en remontant à l'école de la Troisième République et faire une série de remarques qui sont une manière de mieux comprendre les enjeux autour du genre dans ce niveau d'enseignement, et puis une dernière série de remarques autour du débat sur la gémination des écoles. Donc on continue coéducation, mixité et gémination dans l'entre-deux-guerres, parce que je trouvais que ça résonnait beaucoup avec le débat plus récent sur les ABCD de l'égalité, mais on a déjà entendu avec Frédéric Moll, mais donc ça va faire un peu du déjà vu. Donc si on regarde plus spécifiquement le niveau primaire, l'empreinte du genre a évolué en fonction des attentes qu'avait la société française par rapport au rôle que devaient jouer les futurs écoliers une fois sortis de l'école. Pas une grande surprise. L'école gratuite et laïque mise en place par les lois Ferry est aussi une école de classe populaire et une école non mixte. Et je vais insister sur cet aspect non mixte. Néanmoins, les contenus scolaires dans ces établissements, école de filles, école de garçons, sont les mêmes en dehors des travaux manuels, parce que les travaux manuels, là, sont toujours axés sur une projection sur l'avenir de l'élève, un avenir qui est pensé différemment pour les garçons et les filles. Donc pour les garçons, des travaux autour du bois et du fer, comme on dit, pour les filles, les travaux d'aiguille, et vous voyez qu'il y a une très longue généalogie à cela. Sans surprise quand même, quand on regarde les contenus, malgré ces contenus scolaires similaires, les leçons ne sont pas identiques, les châtiments ne sont pas les mêmes, les enseignants ne sont pas les mêmes, et les manuels scolaires sont souvent pas les mêmes non plus. Alors il y a déjà plus de 30 ans, l'historienne Linda Clark, dans son livre Schooling the Daughters of Marianne, avait étudié ces manuels scolaires pour garçons et filles de la Troisième République, prenant en compte aussi bien des ouvrages préconisés par le ministère que ceux publiés pour des éditeurs catholiques. Et elle montrait dans son étude combien certains types d'ouvrages, évidemment, des livres de lecture, des livres d'instruction civique et morale, pour le niveau du cours moyen et supérieur, étaient marqués par des différences de genre. Pour les filles, on valorisait la modestie, la patience, l'obéissance, alors que pour les garçons, on mettait beaucoup en scène l'importance du travail. En même temps, Linda Clark voyait dans les textes qu'elle étudiait une représentation de la société française où la famille jouait un rôle essentiel dans les combats politiques de la période. Et au sein de la société, on voit, disait-elle, des femmes qui avaient du pouvoir. Et pour former cette maîtresse de maison, on proposait des leçons d'économie ménagère qui participaient à une forme de stabilité politique et sociale. L'épouse et mère, bonne ménagère et cuisinière, élevait des enfants sains et forts qui luttaient par exemple contre le fléau de l'alcoolisme dans les milieux populaires. L'école de Jules Ferry n'émancipait pas les femmes, mais les arrachait de l'Église et les façonnait pour jouer un rôle qui était mis en scène comme indispensable dans cette nouvelle république au sein de la famille. Alors évidemment, la société française évolue et l'école primaire avec elle, et je voulais regarder ce moment de l'entre-deux-guerres, un moment où les scolarités se rallongent, où les formations post-primaires se développent et où la non-mixité continue à être beaucoup moins la règle. Alors l'école primaire de cette période est vraiment bien entrée dans les mœurs françaises. Les travaux de Brion et Chapouli ont montré aussi que de plus en plus d'élèves poursuivent des études au-delà du certificat d'études primaires. Quand on regarde plus attentivement garçons et filles qui poursuivent des études, quand on prend en compte l'ensemble du post-primaire, les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires, en 1938-39, les filles sont très largement majoritaires, mais elles ne sont pas dans les établissements les plus en haut de l'échelle du primaire, les EPS, mais sont dans des cours
cours complémentaires privés, souvent des écoles ménagères, des écoles agricoles ambulantes, mais poursuivant des études. Dans des structures qui sont encore non mixtes, avec des programmes là pour le coup extrêmement sexués, car préparant les jeunes filles à un monde du travail qui n'est pas du tout égalitaire, et ça va de soi dans cette période que les métiers d'hommes et des métiers de femmes ne sont pas les mêmes. Et on le voit même chez Marguerite Baudin, que je voulais mentionner aussi, qu'elle a travaillé sur l'école mixte, mais elle écrit aussi L'Institutrice en 1922, et on voit comment une féministe très engagée peut quand même, quand elle parle de l'enseignement postscolaire pour les filles, insister sur des types d'enseignement, l'enseignement ménager, la puériculture et l'enseignement comme étant des métiers destinés pour les filles. Alors l'importance des normes de genre dans le maintien de la stabilité sociale se voit, je pense, très clairement dans les débats au sujet de la gémination des écoles primaires dans les années 1920 et 1930, même si on voit la question de la gémination avant. Alors, la gémination, c'est une forme de mixité, où dans un village où il y a deux écoles, garçons et filles, on décide de regrouper par âge plutôt que par sexe, avec les élèves de 6 à 10 ans, avec l'institutrice qui s'occupe des plus jeunes, et l'instituteur qui prend les élèves les plus âgés. Frédéric Moll et Yves Verneuil en particulier ont étudié ces débats dans ces années avant et après la guerre et la manière dont cette association, cette union comment il s'appelle, l'union des associations des chefs de famille voit le jour avant la guerre, mais va être très actif dans cette période de l'entre-deux-guerres pour combattre cette gémination. Et moi, je voudrais considérer la façon dont ces associations, notamment Jean Guiraud, qui est rédacteur en chef de La Croix entre 1917 et 1939, aussi rédacteur en chef de l'École et Famille, dont on a vu un extrait, et la manière dont ils vont imaginer les effets de cette coprésence des garçons et des filles, encouragés en cela par l'encyclique du pape de 29, Divini Ius Magistri, qui condamne ce qui est l'immoralité de la coéducation des sexes. Cette coéducation est présentée comme une idéologie étrangère, portée en priorité par deux frères ennemis, les Nord-Américains et les Soviétiques. En Amérique du Nord, les féministes utilisent la coéducation pour avancer leur cause, déstabilisant la famille, puisque les jeunes filles sont encouragées à imaginer un avenir masculin. En Union soviétique, on déplore les funestes conséquences et l'immoralité que provoque la coéducation. On voit avec la gémination pénétrer en France l'international bolchevique. On voit Guiraud donc publie des tracts comme ceux qu'on a vus où on voit cette idée que si on élève ensemble les petits, ça va continuer jusqu'à 20 ans et ça va être comme à Moscou, le vestibule des maternités. Lors du débat à la Chambre en 1933, où on va vouloir légaliser la situation des écoles géminées, on voit un emballement du débat qui va passer allègrement des considérations pédagogiques aux considérations politiques, en passant par des arguments physiologiques et économiques, avec beaucoup de mauvaise foi, et je pense que ça fait résonance avec les débats d'aujourd'hui, dans la compréhension de ce que signifie gémination, coéducation, co-instruction. Beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on est vraiment en train de mettre en place. Et on voit Louis Marin en particulier qui mène une résistance contre cette mesure en mobilisant beaucoup d'arguments, y compris sur le plan de la pédagogie. Et là, il va insister sur le fait qu'il faut des programmes d'enseignement radicalement différents entre les sexes parce que leur destinée est différente. Je cite, les rudiments d'histoire dont la femme a besoin ne sont pas les mêmes que ceux que l'homme doit connaître. Il en est de même des rudiments de géographie, de morale et de science. Donc le moral, ça ne nous surprend pas. Tout le reste, c'est un peu plus surprenant. De même, il estime que l'instituteur n'a ni les compétences ni les qualités nécessaires pour former, il dit, le type admirable des femmes françaises. Alors finalement, c'est un débat qui agite beaucoup un petit milieu politique et la loi
passe sans difficulté, mais je pense que c'est intéressant de constater à quel point cette école primaire est considérée comme le lieu privilégié où les garçons et les filles apprennent leur place dans la société. En se mobilisant contre la gémination, les milieux catholiques suggèrent que cette pratique à l'école déstabiliserait les rapports entre garçons et filles, encourageant notamment les jeunes filles à s'éloigner de leur pudeur naturelle. Donc on voit une grande constante. Un autre tract en 37.5 insiste: la coéducation et la gémination sont en effet immorales par la promiscuité des filles et des garçons. Elle excite leur sens plus tôt qu'on ne le pense. Elle enlève aux jeunes filles la réserve et la peau dure et on en fait des garçons dès l'âge de 13 ans. Donc on voit les deux arguments que Frédéric nous a montrés qui sont mis ensemble là. On voit une forme de reconnaissance qu'en effet l'école transmet des normes de genre qui peuvent être contestées, notamment lorsqu'on met les garçons et les filles ensemble. Pire encore, c'est tout le débat autour de l'éducation sexuelle, hein, ce que j'ai un peu j'ai coupé, mais c'est le moment où on va aussi être très excité par les efforts de parler d'éducation sexuelle. Donc je pense qu'il ne faut pas beaucoup d'imagination pour voir comment ces débats de 1933 résonnent avec ceux de 2013-2014 dans les mobilisations contre les ABCD de l'égalité. Merci beaucoup. Alors on va peut-être continuer ce panorama pour aller un peu plus vers le contemporain, dans les enjeux justement notamment sur les ABCD de l'égalité, dont va nous parler Rebecca, et qui effectivement rentre en écho avec ce que Rebecca nous a présenté ou ce que Frédéric nous a présenté ce matin. Donc si j'ai voulu évoquer ce débat sur la gémination des écoles et la mobilisation d'une rhétorique publique sur la mixité des écoles comme menace au fondement de la famille chrétienne française, c'est qu'évidemment on trouve des échos avec le débat autour des ABCD de l'égalité dans les manifs pour tous en 2013-2014. Dans les deux cas, l'on voit les années d'enfance à l'école primaire érigées comme un moment privilégié où les garçons et les filles apprennent leur place dans la société et leur rôle respectif qu'ils et elles doivent jouer. À 80 ans d'intervalle, l'on voit combien les rapports entre les sexes au sein de l'école peuvent faire l'objet de débats, même quand le contenu du débat est clairement nourri de fantasmes ou de mauvaise foi. Dans l'entre-deux-guerres, on pense que c'est le simple fait d'être dans la même salle de classe qui peut perturber le développement naturel des identités de sexe. Dans les débats entre 2011 et 2014, on voit que ce n'est pas la mixité qui est remise en cause, mais c'est la théorie du genre qui est mise en accusation, théorie qui s'est glissée sournoisement dans les messages subversifs des livres de lecture ou dans les leçons des enseignants. Les critiques dénoncent une théorie du genre qui véhiculée dans des livres qui pourraient parler de nudité, de livres qui proposent des modèles familiaux autres que classiques, de leçons qui pourraient encourager notamment les jeunes garçons à devenir homosexuels. Je pense qu'on voit beaucoup moins de ce qu'on voyait au début du siècle, de peur de la virilisation de la fille. Et on redoute, dans ces années récentes, comme autour des débats dans les années 1930, les cours d'éducation sexuelle, et je cite, avec démonstration dès la maternelle. Alors je pense que je n'ai pas besoin ici de préciser qu'il n'y a pas une théorie du genre, mais que le genre est une catégorie d'analyse qui permet entre autres de déconstruire des stéréotypes de genre. Et que Mnemosyne en particulier s'est mobilisée auprès du ministère pour faire de la pédagogie dans ce sens. Alors, plutôt que de rentrer dans les termes du débat public politique qu'on pourrait reprendre dans le débat, je voudrais davantage réfléchir à ce que ces débats nous montrent sur les effets de l'histoire des femmes et du genre, et plus généralement des études de genre sur le niveau primaire aujourd'hui. Donc, je fais un peu le lien avec ce qu'on vient d'entendre sur le supérieur. De fait, l'initiative des ABCD de l'égalité, cette expérimentation qui avait été mise en place en 2013, est le fruit d'un long travail fait par des chercheurs et relayé par nos associations pour faire reconnaître l'importance de la prise en compte de la différence des sexes dans notre compréhension du système éducatif. Donc on a bien vu avec Louis-Pascal les blocages que ça peut susciter, mais des moments où effectivement on écoute.
Cette prise en compte se manifeste dans l'université par des enseignements, maintenant un peu plus répandus, mais pas tant que ça. Dans le secondaire, par l'initiative, je dirais, de Mnemosyne autour du manuel, et puis ce que vous avez fait par rapport au Conseil supérieur du programme, avec un succès mitigé, et avec l'initiative des ABCD de l'égalité dans le primaire. Alors, je souhaitais regarder les circonstances qui ont permis cette rencontre entre études de genre et politique éducative à partir du primaire. Moi, j'ai plus l'habitude de regarder l'université parce que c'est ça que c'est mes étudiants-là. Et du coup, je voudrais vraiment insister sur le fait que je pense qu'on ne peut pas penser cette initiative sans le travail des chercheurs. Depuis bien 40 ans, le travail des sociologues, le travail des historiens, des psychologues sur les représentations des femmes et du genre dans les leçons scolaires. Alors, quelques noms, pas du tout explosifs, mais on voit bien qu'il y a quelque chose à partir de fin des années 90-2000 où ces leçons de genre des chercheurs s'intéressent davantage à ce qu'on transmet dans les enseignements. Bon, on a les deux Lelièvre qui publient en 2001 l'histoire des femmes publiques contées aux femmes. On voit Claude Zeilman, un peu en amont, qui travaille sur la mixité dans les cours de récréation. Ensuite, on voit Sylvie Cromer avec toute une équipe qui s'intéresse aux livres de lecture et qui ont nourri des rapports sur les manuels scolaires. On voit en sciences de l'éducation les travaux de Nicole Mosconi, cette notion de curriculum caché qu'on développe, notamment puisqu'on nous rétorque souvent, mais les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, et donc quel est le problème? Et là, on voit toute une série de travaux sur les orientations scolaires, avec Marie Duru-Bella, par exemple, et puis ma petite contribution avec Françoise Thébault sur la fabrique des filles, qui essaie de montrer que dans l'école, comme dans la famille, comme avec la socialisation entre pairs, on a une longue histoire de cette fabrique du masculin et du féminin, et une volonté de montrer cette histoire à partir de l'école. Donc des savoirs qui existent, qui permettent de déconstruire des choses au niveau de nos sociétés, qui offrent des outils pour regarder les sociétés dans lesquelles on vit, et notamment le système éducatif, avec un volet, je crois, important au niveau international et européen, qu'on a souvent cité dans le travail sur historiographie. Alors, pour regarder le niveau primaire, en 86, le sociologue André Michel, qui publie un rapport commandé par l'UNESCO sur non aux stéréotypes, vaincre le sexisme dans les livres pour enfants et manuels scolaires, on peut dire, bon voilà, depuis 30 ans, il y a quand même cette alerte. La loi d'orientation du 10 juillet 89 précise dans son article 1er que le service public doit contribuer à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est sur cette question de l'égalité que les spécialistes sur les questions du genre vont essayer de travailler ensemble. À partir de 2000, on a les conventions au niveau national à ce moment-là pour promouvoir l'égalité, première convention qui répond aux injonctions européennes, en 2000, qui est prolongée jusqu'en 2006, assez centrée là sur le niveau secondaire, l'orientation, le collège et le lycée. Et puis la nouvelle convention à partir de 2013-2018 qui reconnaît comme priorité le besoin d'agir dès l'école primaire. Donc on descend et on se dit c'est pas seulement des questions d'orientation, mais vraiment il y a quelque chose qui se passe au niveau primaire, avec en novembre 2013 cette proposition de formation pour les formatrices et formateurs autour des questions de genre, la formation d'enseignants engagés dans cet dispositif expérimental des ABCD de l'égalité, avec une expérimentation dans 10 académies. Alors je dirais que cette initiative s'appuie aussi sur ce qui se fait dans les UFM, devenus des SP, Michel Zancarini-Fournel notamment à Lyon à partir de 2004, qui construit une politique de formation qui intègre cette problématique de l'égalité des sexes et crée un fonds Aspasie, dont on a entendu parler tout à l'heure, qui est un fonds documentaire sur l'histoire des femmes et du genre en éducation. Puis, le
qui offre la possibilité d'avoir un fonds documentaire très spécialisé sur ces questions. Les aspects, alors il y a des groupes de travail qui travaillent sur ça, mais les questions d'égalité qui rentrent dans les formations sur la culture commune, sans doute pas avec énormément de succès. Puis toute une série d'outils qui permet d'imaginer cette expérimentation, notamment par Canopé, le réseau de création et d'accompagnement pédagogique qui, du coup, fait écho aux résultats des recherches. Troisième niveau qui permet de comprendre que ça a pu se lancer, c'est le travail des associations, comme les nôtres, plus Mnemosyne que la Treille, qui n'était pas dans cette perspective d'emblée, mais avec l'action des associations qui a toujours été Mnemosyne, le souci de l'institutionnalisation, de réagir vis-à-vis des pouvoirs publics, de dire que c'était important et d'avoir un lien. Alors, dans les adhérents, surtout avec des enseignants du secondaire, je ne sais pas si on a beaucoup du primaire, mais en tout cas, d'emblée, c'était une des volontés. Et sur la région Île-de-France, des associations, alors je ne suis peut-être pas considérée comme une association, l'Institut Émilie du Châtelet, dont Florence Rochefort est présidente, qui va faire des actions de vulgarisation de ces résultats auprès du grand public, ou le Centre Hubertine Auclair, fondé en 2009 comme centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes. Et on pourrait noter le lien que nous avons, que vous avez avec Mnemosyne depuis quelques années, avec le magazine de l'égalité femmes-hommes, dont la présidente est ici, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est donc tout un ensemble de facteurs intellectuels, politiques et institutionnels qui permettent de comprendre cette mise en place de politiques éducatives comme les ABCD de l'égalité. Il existe maintenant dans le grand public, comme au ministère, une reconnaissance qu'il ne suffit pas d'avoir les mêmes programmes et d'être dans les mêmes écoles pour promouvoir l'égalité entre les sexes. Alors, la mixité ne suffit pas. Et là, pour le coup, pour lancer le débat, il me semble qu'on peut considérer que des théories du genre ont effectivement pénétré l'école par le biais des outils, des formations, la diffusion des connaissances sur l'école. Et même si ces théories n'avaient pas pour objectif ce que les manifestants pour tous dénonçaient, incontestablement, le genre, comme catégorie d'analyse du social, questionne les hiérarchies et les dominations qui résistent, y compris au sein du gouvernement, et dans ce sens, le genre est bel et bien dans cette initiative porteur de déstabilisation importante. Cette même catégorie d'analyse a pu irriguer le travail des juristes et des législateurs qui ont abouti à la loi pour le mariage pour tous en avril 2013. On est exactement dans les mêmes moments, ça se nourrit des mêmes débats, et c'est très certainement l'une des raisons profondes des manifestations qui ont pris pour bouc émissaire ces expérimentations sur les ABCD de l'égalité. Merci beaucoup. Et avant de repasser la parole, j'insiste juste sur ces enjeux politiques qui se doublent. Ils existent déjà sur l'éducation en général sans le genre, ils existent sur le genre sans l'éducation. Et là, il y a une espèce de double peine. Et l'aspect international, juste pour vous dire que ces offensives autour de l'école primaire et de l'éducation sexuelle ne sont pas spécifiques à la France, et c'est des stratégies qui sont développées, même au Canada. Il y a eu une grande affaire autour d'une journée aussi où la consigne était de retirer les enfants de l'école pour dénoncer le programme d'éducation sexuelle. Donc voilà, c'est des stratégies politiques très orchestrées et transnationales.